2013, à presque 90 ans, la Libanaise Etel Adnan est passée du statut de peintre inconnu à celui d'artiste superstar du monde de l'art. En fait, son nom n'était pas totalement inconnue. Dans les cercles littéraires, on la connaissait déjà comme une poétesse extraordinaire, mais son œuvre plastique était en fait quasiment inconnue. L'histoire d'Etel Adnan avec la peinture, elle est lumineuse, passionnante, mais pour vous raconter toute cette histoire, je dois commencer par vous planter un peu le personnage, par vous expliquer quelle personne merveilleuse et d'une richesse infinie est Etel Adnan. Donc déjà, son père était syrien, il était militaire dans l'armée ottomane, donc on parle là du 19e siècle et du tout début du 20e siècle finalement. Donc lui était syrien et il a rencontré la mère d'Etel Adnan qui elle était grecque dans l'actuelle Turquie. Ils ont vécu ensemble d'abord en Turquie, puis à la chute de l'Empire ottoman, ils sont allés s'installer à Beyrouth au Liban. C'est là qu'Etel Adnan est née. Elle est née en 1925, donc elle a presque vécu un siècle entier d'histoire du Liban, une histoire extrêmement tumultueuse au XXe siècle, pleine d'espoir mais aussi de tragédies immenses. À ce moment-là, quand elle est née, donc en 1925, le Liban était sous protectorat français. Donc le Liban, c'est un pays où on parle arabe, mais en fait, Etel Adnan parlait turc avec ses parents, grec avec sa mère, et elle est allée dans une école, elle a reçu une éducation française, donc la même éducation que les petits Français en France, avec la même histoire de France, la même géographie de France, et évidemment, tout en français, parler arabe était même un péché. Elle a continué ses études en littérature et en philosophie à Beyrouth dans un premier temps, et donc toujours en français, et à ce moment-là elle a commencé à écrire ses premiers poèmes en français aussi. Elle est donc devenue une poète arabe qui n'écrit pas en arabe, et elle est ensuite partie continuer ses études d'abord en France à la Sorbonne, où elle a rencontré un groupe d'Américaines qui l'ont convaincue qu'elle devait absolument aller vivre aux États-Unis. Elle a réussi à avoir une bourse pour aller étudier à Berkeley en Californie pour faire un doctorat en philosophie. Elle est donc encore migrée jusqu'aux États-Unis et elle est tombée folle amoureuse de la Californie. Elle a décidé de s'installer en Californie. En fait, elle a tellement aimé le mode de vie et la nature californienne qu'elle a décidé de finalement pas écrire de doctorat et de rester jouir de cette vie californienne dans une petite ville à côté de San Francisco où en fait elle a pris un poste de professeur de philosophie dans une petite université et elle était très heureuse ainsi. Elle continuait à écrire, elle continuait à se considérer comme une poète, mais elle avait tout de même à cette époque-là, donc on est à la fin des années 50, un problème d'écriture. Elle n'avait plus de langue dans laquelle écrire puisqu'elle était arrivée aux États-Unis depuis quelques années, mais elle ne parlait pas encore, elle ne maîtrisait pas encore assez l'anglais pour écrire en anglais et elle refusait d'écrire en français. Donc on est à la fin des années 50, c'est le moment de la guerre d'Algérie et Etel Adnan suit avec grande attention le combat de ce pays arabe pour se libérer du colonialisme français. Elle prend à ce moment-là totalement parti pour l'Algérie, pour les pays arabes de façon générale qui tentent de se libérer de ce joug français et elle refuse de devenir une poète francophone, d'écrire dans cette langue qui a été imposée à son pays au point de reléguer l'arabe à une langue de seconde zone. En fait, elle dit que l'identité pour elle est un choix et elle a choisi à ce moment-là qu'elle serait une poète arabe. Mais en fait, à cette période-là, elle est surtout une poète qui ne peut pas s'exprimer. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle va découvrir la peinture. Elle fait cette découverte de la peinture quasiment par hasard, puisque, en fait, un après-midi, elle discute sur le campus de l'université où elle enseigne avec la directrice du département art de l'université. Elle lui explique qu'elle enseigne, entre autres, l'esthétique. Et la directrice du département art lui dit « Mais est-ce que vous peignez ?» Elle lui dit « Ben non ». Et elle lui répond « Je ne comprends pas qu'on puisse enseigner la philosophie de quelque chose que l'on ne connaît pas ». Etel Adnan va donc essayer de peindre à ce moment-là dans les ateliers du département art de l'université et la suite relève véritablement de la mythologie. En fait, on raconte dans tous les ouvrages que j'ai pu lire sur Etel Adnan que dès sa première œuvre, ça a été une évidence. Si bien qu'en fait, on raconte donc partout que la directrice du département artistique a immédiatement
démissionné de l'université après avoir vu cette première œuvre d'Etel Adnan. En fait, Etel Adnan peint des petits formats, elle pose la toile devant elle sur une table, comme une feuille de papier en fait, et elle éprouve une joie immense à étaler les couleurs qui sortent du tube sur sa palette. Elle les trouve tellement belles que souvent elle n'ose pas les mélanger, donc souvent ce sont des couleurs pures que l'on voit dans les œuvres d'Etel Adnan. Elle peint au couteau et non au pinceau. Elle étale la matière colorée en aplats. D'abord, elle va poser un carré rouge, à partir duquel elle conçoit ensuite toute la composition. Elle peint, donc depuis cette toute première œuvre jusqu'à aujourd'hui, chaque œuvre en une séance. Elle n'hésite jamais, elle ne reprend jamais son tableau, elle ne corrige rien. Tout est là, au début, dit-elle. Et en fait, dès sa première toile, elle est parvenue à créer un monde d'une simplicité extrême, évidente, un ensemble de quelques formes et de quelques couleurs qui tenaient en parfait équilibre. Etel Adnan a immédiatement pris un plaisir immense à peindre. C'est un nouveau langage qu'elle découvrait, dit-elle, une nouvelle façon de s'exprimer. Et elle raconte qu'à ce moment-là, elle s'est dit « Je n'ai plus besoin d'écrire en français, je vais peindre en arabe ». Donc les premières œuvres d'Etel Adnan sont vraiment purement abstraites. Je vous dis ça, mais en fait, Etel Adnan ne fait pas vraiment de différence entre abstraction et peinture figurative. Pour elle, la peinture, tout comme la musique d'ailleurs, on a déjà beaucoup parlé de musique dans la vidéo précédente, Etel Adnan en parle aussi beaucoup, donc pour elle, la peinture et la musique, c'est en fait des arts qui fonctionnent par épiphanie, par révélation. Tout à coup, en observant ou en écoutant une œuvre, on bascule dans un autre monde, un monde qui n'est plus tout à fait le monde que l'on perçoit habituellement de façon rationnelle. La musique, en fait, comme l'art abstrait, dit-elle, nous parle, même si nous ne savons pas vraiment de quoi. Ce sont des fenêtres vers des mondes indéfinissables, régis par d'autres lois, des mondes qui s'apparentent en fait au rêve. Et pour elle, en fait, pour Etel Adnan, la peinture est une sorte de rêve figé. La peinture, en fait, pour elle, c'est vraiment un art de la joie, une célébration du monde. Elle le dit, elle utilise la littérature, puisqu'elle a continué à écrire toute sa vie, elle utilise la littérature à des formes beaucoup plus politiques, beaucoup plus sociales. L'écriture est, en fait, pour elle, et elle le dit, une forme de méditation sur les aspects les plus tragiques de la vie, tandis que la peinture, ça va être un art de la joie. Elle qualifie sa peinture d'hédoniste. C'est une célébration donc des couleurs qu'elle aime au point d'écrire « J'existe » parce que je vois les couleurs. Les couleurs, selon elle, elles possèdent tout un sens caché, mais qu'elle ne va pas chercher à élucider. Elle aime le mystère de ces couleurs. Et donc sa peinture, c'est une célébration des couleurs, c'est une célébration aussi de la nature, des forces invisibles qui régissent la nature. C'est pas une peinture sacrée, une peinture religieuse, mais c'est une peinture qui célèbre ces forces invisibles qui régissent le monde, qui célèbre l'univers, le cosmos. Et j'ai lu que ces œuvres, qui souvent sont des très petits formats, que ces œuvres donc sont souvent comparées à des miniatures arabes. Alors je connais très mal la miniature arabe, mais ce qui est dit à ce sujet, c'est qu'elles comprennent tout un monde dans un espace minuscule. Et effectivement, en quelques lignes, en quelques couleurs, Etel Adnan parvient à créer tout un paysage monumental, immense, avec vraiment une économie de moyens que je trouve superbe. Etel Adnan a donc peint toute sa vie depuis cette année 1958 où elle a découvert la peinture. Elle alterne en fait entre période de peinture et période d'écriture. Sa compagne Simone Fattal raconte dans un très joli livre que quand l'écriture l'appelle, elle repousse avec tristesse ses tubes de peinture, mais qu'elle les retrouve toujours avec joie. Alors elle n'a pas fait que peindre, elle a exploré d'autres moyens d'expression, elle a créé des dessins à l'encre de Chine qui sont également merveilleux, des gravures tout aussi belles, et elle a réalisé aussi de très nombreux leporellos qui sont ces livres qui se déplient en accordéon. Dans ces leporellos, elle a mêlé ces deux amours, poésie et peinture, en créant des sortes d'anthologies des poètes vivants. Elle a recopié en fait de nombreux poèmes en les accompagnant de peinture. Et cette idée de poème-peinture, si vous avez vu la vidéo sur Sonia Delaunay, ça doit clairement vous rappeler quelque chose. Et donc, en plus de ces peintures, de ces gravures, de ces encres, de ces très nombreux leporellos, elle a également réalisé plusieurs tapisseries et une œuvre publique et monumentale pour l'université de Doha au Qatar. Je tenais à mentionner ça parce qu'en fait, Etel Adnan répète souvent qu'elle regrette de ne pas avoir créé davantage d'œuvres publiques pour des espaces qui sont traversés par des foules qui auraient pu plonger dans ces mondes parallèles qu'elle construit, et ce sans avoir à passer la porte d'un musée ou d'une galerie. Donc Etel Adnan a eu plusieurs vies, elle n'est pas restée toute sa vie en Californie, elle y a passé 14 ans.
Elle a dû rentrer ensuite au début des années 70 au Liban et elle a eu l'intention à ce moment-là, donc au début des années 70, de passer tout le reste de sa vie au Liban, de contribuer à l'essor culturel de son pays, qui était à cette époque plein de promesses. Elle est devenue journaliste culturelle, elle a eu le projet avec plusieurs autres artistes et intellectuels libanais de créer une forme d'école qui allait changer le monde, un peu sur le modèle du Bauhaus en Allemagne au début du siècle. Ce projet a été quand même assez avancé, mais la guerre du Liban a éclaté. Dans les premiers mois de cette guerre, un des membres fondateurs de cette école est mort, le projet est tombé à l'eau et Tel Adnan est resté malgré tout au Liban pendant encore 2 ans en espérant que les choses s'améliorent. Elles ne se sont jamais améliorée. Elle a fini par quitter le Liban avec sa compagne Simone Fattal qu'elle avait rencontrée pendant ces années-là et avec qui elle vit toujours 40 ans plus tard. Donc après la guerre du Liban, Simone Fattal et Tel Adnan déménagent pour un court temps à Paris avant de retourner en Californie où elles vont encore passer de nombreuses années toutes les deux. À ce moment-là, Tel Adnan n'a plus d'autre projet professionnel que d'écrire et de peindre et c'est ce qu'elle va continuer à faire pendant toute sa vie, c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Mais en fait, pendant des décennies, elle va être principalement exposée dans des petites galeries jusqu'à ce que, en 2010, Caroline Christophe Bakargiev qui tombe sur ses œuvres. C'était à la galerie Sfer Semler à Beyrouth en 2010. Et il se trouve que 2 ans plus tard, Caroline Christophe Bakargiev devait curater la Documenta, qui est un des événements les plus importants dans le milieu de l'art. C'est un événement qui n'a lieu que tous les 5 ans en Allemagne, à Kassel, et où en fait, donc, à chaque fois, une personnalité du monde de l'art, un curateur, est invité à donner sa vision de l'art contemporain international. Et donc, Caroline Christophe Bakargiev, qui avait 2 ans pour préparer sa Documenta, découvre cette Libanaise dans cette galerie de Beyrouth et décide qu'elle va consacrer une place extrêmement importante dans son édition de la Documenta à Tel Adnan. Et donc, du jour au lendemain, l'ensemble du milieu de l'art découvre cette artiste de 88 ans qui devient une star internationale de la peinture, qui est immédiatement reconnue comme l'une des meilleures peintres de son temps, une des meilleures peintres vivantes. Depuis, les expositions s'enchaînent dans les musées les plus prestigieux du monde entier, mais Tel Adnan, qui pourtant a voyagé toute sa vie, est désormais trop âgé pour prendre l'avion. Il ne peut donc même pas voir toutes les rétrospectives qui lui sont consacrées à San Francisco, à New York ou dans les pays arabes, au Qatar par exemple. Et en fait, cette reconnaissance extrêmement tardive, c'est le drame de nombreuses artistes femmes. Je vous ai déjà parlé de Louise Bourgeois dans la vidéo que je lui ai consacrée. Et ce phénomène de découverte d'octogénaires géniales, il s'accélère en fait depuis les années 2000 et surtout 2010. Et je pense que je vais consacrer une vidéo entière à cette question, à ces femmes qui ont été redécouvertes parce que c'est vraiment passionnant. Mais dans le cas d'Tel Adnan, je pense qu'il y a encore une autre raison qui explique ce succès fulgurant et le fait qu'elle plaise autant à des générations plus âgées que des amateurs, des collectionneurs, des artistes très jeunes. En fait, son art, il répond à la fois aux préoccupations de l'art moderne, donc tant dans sa façon de peindre, dans son discours sur l'abstraction, que dans la dimension métaphysique de son œuvre, et aussi dans son ambition en fait de changer le monde grâce à l'art. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment typique de l'art moderne et qui a totalement disparu avec le cynisme de l'époque postmoderne. Donc elle a encore cette volonté de changer le monde, elle a encore cette image de l'art comme quelque chose de presque sacré, mais elle répond aussi aux obsessions de l'art contemporain sur la notion d'identité, sur la définition de ce qu'est l'identité, sur son analyse, sa déconstruction et sa revendication. Je pense qu'en fait, Tel Adnan touche un très large public, mais pour des raisons très différentes. Je suis très curieuse de savoir ce qui vous intéresse chez cette peintre, à la fois dans son œuvre en elle-même, dans sa façon de concevoir l'art et dans la façon qu'elle a eu de mener sa vie et la façon aussi dont elle a été découverte très tard. Je suis très curieuse de lire les commentaires de cette vidéo qui, à mon avis, vont être très intéressants et peut-être assez surprenants. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, donc vous allez pouvoir commenter immédiatement. Évidemment, n'oubliez pas de partager la vidéo comme d'habitude. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus et en plus, je pense que Tel Adnan mérite vraiment d'être connu par le monde entier, ou plutôt le monde entier mérite de connaître et de se délecter d'Tel Adnan. Donc n'hésitez pas à partager et on se retrouve dans 10 jours pour la dernière vidéo sur ce cycle sur la couleur.
Je suis curieuse de savoir si quelqu'un va deviner qui est cette troisième artiste. Comme petit indice, je peux vous dire qu'il ne s'agira pas d'une peintre, tout simplement. Voilà, je suis curieuse de savoir si vous allez trouver. Et à dans 10 jours, prenez soin de vous. Ciao!